d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Il y a 50 ans, Simone Veil marquait les esprits avec ce discours historique qui a fait basculer les droits des femmes en France. Bonjour et bienvenue dans Actuel. Le 17 janvier 1975, la loi sur l'IVG entrait en vigueur en France. Avant, la pratique existait, mais elle était clandestine et dangereuse. En mars 2024, nouveau pas, nouvelle étape, la France fait un pas de plus en inscrivant la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Alors, est-ce que le combat est terminé ? Eh bien, pas forcément, car en France aujourd'hui encore, il n'est pas si facile de procéder à un avortement, comme a pu le constater Natacha Vesnitch. Pauline Armange a 30 ans. Elle en avait 24 quand elle est tombée enceinte malgré son stérilet. Elle décide alors d'avorter. Quand je suis allée faire du coup l'échographie pour dater ma grossesse, la personne m'a dit mais c'est normal, votre stérilet il a bougé, c'est quand la dernière fois que vous l'avez fait vérifier ? Et moi, on m'a jamais demandé de vérifier mon stérilet, donc jamais. Ah bah faut pas vous étonner d'être tombée enceinte alors. J'ai trouvé ça très culpabilisateur. Je me suis dit qu'en fait, quand on tombe enceinte et qu'on n'avait pas envie, on a beau avoir fait tout ce qu'on pouvait pour l'éviter, en fait, on est quand même perdante dans l'histoire puisqu'on est quand même jugé d'être tombée enceinte. Cette expérience, Pauline Armange décide de la raconter dans un livre, malgré le tabou qui entoure l'IVG. Tellement de femmes ont recours à l'IVG et il y a tellement peu de documentation sur le sujet. Souvent, les vécus des femmes, que ce soit l'avortement ou d'autres, comme la maternité, on n'a pas le droit d'en parler ouvertement avec toute la nuance, l'ambiguïté, etc., que ça peut déclencher. La culpabilisation, le jugement, 2 femmes sur 3 ayant recours à un avortement en ont peur, selon un baromètre du planning familial, qui montre également qu'1 femme sur 3 a subi des pressions lors de son avortement. Autre frein majeur à l'IVG, le manque de structures médicales et des délais d'attente trop longs. Aujourd'hui, il y a plus de 25% des femmes en France qui se déplacent dans un autre département pour avorter. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de proximité d'offres de soins concernant l'avortement. On manque cruellement de professionnels de santé. Et en plus, on a des fermetures de services ou d'hôpitaux de proximité. Donc, évidemment, pour des femmes, c'est des déplacements dans d'autres départements. Donc, bien évidemment qu'on est assez inquiète là-dessus. Souvent, quand il y a un désert médical, il y a aussi la question, bien évidemment, de l'avortement qui est parfois sacrifié. 50 ans après l'adoption de la loi Veil, et malgré la constitutionnalisation de l'IVG, beaucoup appellent à la vigilance. Pauline, elle, regrette que ce soit la liberté d'avorter et non le droit d'avorter qui ait été inscrit dans la Constitution. La liberté, c'est super, vous pouvez le faire et on ne va pas vous en empêcher, mais un droit, c'est censé être renforcé et c'est censé être accessible, libre, son jugement, etc. Et donc juste une liberté, vous pouvez aller avorter en Hollande, il n'y a pas de problème. On va pas vous mettre en prison. Mais ça ne veut pas dire qu'on va donner des moyens pour que chaque femme ait accès à l'avortement. Un accès à l'IVG qui demeure fragile. Selon le planning familial, depuis une quinzaine d'années, plus de 130 centres d'IVG ont fermé leurs portes en France. Et pour aller plus loin sur cette question, j'ai le plaisir de recevoir 2 invités qui connaissent bien le dossier. Claudine Monteil, bonjour. Vous êtes historienne, ancienne diplomate. Vous êtes une militante féministe, signataire du manifeste des 343. C'était dans le Nouvel Obs en avril 1971. Vous êtes également écrivaine et vous avez signé Les Sœurs Beauvoir qui paraissent chez HarperCollins en poche le 8 mars 2025. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Damia Taharaoui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate et vous représentez l'association My Voice, My Choice qui œuvre pour un avortement sûr en Europe. Merci à toutes les 2 pour votre présence. Claudine Monteil, je me tourne d'abord vers vous parce que vous avez été à la manœuvre dans les coulisses pour faire adopter la loi Veil, pour faire adopter le droit à l'avortement en France avec ce manifeste des 343 qui était paru dans le Nouvel Obs. C'était une déclaration de femmes qui disaient avoir avorté et qui s'estimaient qu'elles étaient coupables et que finalement, si on appliquait la loi, il fallait les arrêter elles aussi. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez bien conscience de ce que vous faisiez et des risques que vous preniez ? Alors, d'abord, j'avais 21 ans quand j'ai signé le manifeste.
Donc, je n'avais pas totalement conscience de ce que j'étais en train de signer. Je dirais que pour moi, c'était une évidence. Je voulais aimer et être aimée sans avoir la peur au ventre. Et ça, c'était fondamental. Et j'avais aussi entendu nombre d'histoires dramatiques sur des avortements clandestins. Mais j'avais une confiance totale parce que nous avions 2 piliers dans les réunions le dimanche chez Simone de Beauvoir. Nous avions Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir. Et nous savions qu'elles deux feraient en sorte que nous serions sortis de prison. Nous avons fait en sorte d'être 343 femmes, des femmes très connues, d'autres inconnues. Nous voulions bien montrer qu'il y avait des millions de femmes inconnues qui avaient eu des avortements clandestins en France. Donc c'était très important qu'il y ait des femmes inconnues. Mais cela aurait été quand même fait mauvais genre d'avoir 343 arrestations de femmes, parmi lesquelles Catherine Deneuve, Agnès Varda, Delphine Seyrig, Simone de Beauvoir. Ça aurait fait un scandale international. Donc de ce point de vue-là, j'avais confiance. Je dirais que j'avais plus confiance que ma famille, qui a été catastrophée. Et parce que je voulais devenir diplomate et universitaire et puis écrivaine, et qu'ils se sont dit qu'ayant fait cette déclaration, je pouvais être condamnée pour 3 ans de prison et donc incapable d'entrer dans la fonction publique. Bon, en réalité, nous avions 2 personnalités exceptionnelles, Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, et ce sont elles qui nous ont portés et qui nous ont protégés. Est-ce que vous aviez conscience de participer à un moment d'histoire ? Oui, on avait tout à fait conscience qu'on participait à un moment d'histoire. Pour autant, nous l'avons signé dans la bonne humeur. Nous l'avons signé comme une plaisanterie que nous allions faire au monde entier. Nous l'avons vraiment fait comme une provocation et on s'amusait à l'idée d'avoir de plus en plus de signatures. C'était une évidence et on se disait, ça va rester dans l'histoire. Mais en même temps, Simone de Beauvoir, je voudrais raconter cela avec humour quand même, Simone de Beauvoir, pour obtenir des signatures de femmes de personnalité et d'amis, elle n'a pas arrêté de dire « c'est pour un tout petit manifeste, ça n'aura aucune importance, aucune incidence ». Et c'est comme ça qu'elle a récupéré des signatures. On ne mesurait pas non plus l'ampleur du scandale que cela serait. 49 ans après, mars 2024, on est à Paris, en France, et cette fois, l'IVG rentre dans la Constitution. Damia Taharaoui, vous êtes avocate, vous travaillez sur ces questions. Quand Emmanuel Macron a dit ce jour-là qu'il voulait faire sanctuariser le droit à l'avortement au niveau européen, est-ce que ça vous a paru délirant, souhaitable, et est-ce que c'est possible ? Alors, ça nous a paru être un rêve, quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, en l'état du droit et en l'état du fonctionnement de l'Union européenne, c'est un petit peu compliqué que de sanctuariser le droit à l'avortement dans l'Union européenne. Il existe la Charte des droits fondamentaux, mais qu'il est extrêmement compliqué d'amender. Et en réalité, le droit à l'avortement ne relève pas directement des compétences de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'avec My Voice, My Choice, on a essayé un petit peu, de manière détournée, mais pas tant que ça, parce que le droit à la santé relève des compétences de l'Union européenne de manière limitée et sans interférer avec les droits nationaux. Tout de même, l'Union européenne a des compétences en la matière et a en tout cas le devoir de garantir un niveau de santé décent et digne à tous les citoyens européens. Plusieurs pays européens ont émis des restrictions importantes au droit à l'IVG sur leur territoire, la Hongrie, la Pologne, Malte, où en théorie c'est possible, mais techniquement c'est limité au cas de viol, au cas d'inceste, à quelques semaines. Concrètement, pour les femmes qui sont concernées dans ces pays, comment ça se passerait ? Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est que ces femmes qui n'y ont pas accès de manière simple dans leur pays pourraient se déplacer, aller dans un autre pays de l'Union européenne où l'accès est plus simple et pour avoir recours à l'avortement dans ces pays-là et que les frais seraient pris en charge par l'Union européenne. Vous, Claudine Monteil, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez également avec le lobby des femmes, non ? Oui, parce que ça fait plus de 50 ans que je suis engagée pour les droits des femmes, comme beaucoup de femmes de ma génération. Et nous pensons que ce qui est très important, c'est la solidarité intergénérationnelle. Donc, je veux dire par là combien je me réjouis de vous voir, de vous entendre d'une autre génération, et qu'effectivement, nous faisons pression à travers 2000 associations de femmes et féministes à travers l'Union européenne sur ce plan-là. Pour autant, j'aimerais quand même rappeler qu'à partir de la semaine prochaine, ce combat que nous menons conjointement va être encore plus dur à mener,
parce que avec l'arrivée aux États-Unis d'un président qui va aller dans le sens des anti-choix, les anti-choix les plus réactionnaires, les plus durs, ce sont des anti-choix qui ont des millions de dollars qu'ils peuvent arroser absolument les mouvements anti-choix dans toute l'Europe. Et je m'inquiète énormément parce que j'ai moi-même été, dans ma jeunesse, travailler dans les centres de santé féministes des femmes dont certains ont été plastiqués à Los Angeles, à San Diego, à Atlanta. Et donc là, je sens que nous allons vivre des moments très difficiles. Je pense donc que l'intervention, votre intervention, ce que vous faites et ce que nous faisons, c'est d'autant plus important parce que ça va arriver doucement. Et en même temps, nous allons nous retrouver, je pense, avec vraiment des gens extrêmement forts, extrêmement puissants. Le renversement de l'arrêt Roe contre Wade, qui protégeait le droit à l'IVG au niveau de la Constitution fédérale américaine, c'était en juin 2022. Est-ce que vous l'aviez vu venir? Est-ce que vous l'anticipiez? Et est-ce que vous pensez que ça pourrait se reproduire en France ou Alors, dans je un vais autre vous dire pays? très simplement, non seulement nous l'avions vu, parce que dans les années 75-80, j'allais l'été comme bénévole travailler dans les cliniques dont je viens de vous parler, et nous étions déjà en train de dire, surtout les jeunes américaines qui avaient l'expérience, elles disaient « ça n'est pas terminé, ils prendront le temps, mais ils feront tout capoter ». Alors, j'ai eu l'honneur d'être à la tribune, enfin, je veux dire, être sur l'estrade avec le président de la République et la présidente de l'Assemblée nationale lorsqu'il y a eu l'inscription de la liberté de l'IVG dans la Constitution. C'est un moment historique, symboliquement, pour les femmes du monde entier, pas seulement pour les Françaises, mais je ne vous cache pas que la Constitution, il y aura peut-être un jour une nouvelle Constitution en France, et que de toute manière, je pense que c'est un paravent, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, parce que nous n'en avions jamais rêvé. Nous, ma génération, on ne pouvait même pas prononcer le mot avortement. C'est tellement... on risquait d'être dénoncé. Enfin bon. Mais véritablement, n'oublions pas que ça peut tout à fait revenir, et ils prendront le temps. Mais ils le feront de manière beaucoup plus forte et insidieuse parce qu'ils ont appris de la première fois. Donc, je crois qu'il faut faire vraiment... Il va falloir être très vigilant. Il faut se méfier, et d'autant plus que, Damien, vous le disiez tout à l'heure, il y a la clause de conscience qui existe, qui est totalement une liberté personnelle du corps médical de ne pas pratiquer une IVG s'il ne le souhaite pas. Ça, c'est très répandu en Italie. C'est une tendance qui se développe. Est-ce que c'est un paravent pour les personnes qui ne veulent pas pratiquer ça dans les pays où c'est autorisé et qui est un peu poussé par l'extrême droite ? Oui, tout à fait. Et au-delà, il y a énormément une forme de tabou qui persiste tout de même dans ces pays où la clause de conscience est répandue. Il y a toujours une forme de tabou, des militants anti-choix qui se déplacent, qui font énormément de bruit et une pression, ne serait-ce que par leur présence devant les cliniques qui donnent accès à l'avortement. Et c'est pourquoi on essaye justement de contourner ces obstacles nationaux, ces difficultés nationales pour créer un réseau européen féministe, solidaire, un mouvement en fait de personnes qui croient en la dignité humaine et qui s'unissent pour faire en sorte de se tenir droit contre l'extrême droite et toutes ces évolutions qui pourraient nous être nuisibles. Quand vous voyez tout ça, vous vous dites que le backlash qu'on a pu observer en Pologne, en Hongrie, aux États-Unis, ça peut se produire également sur notre territoire ? On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, rien n'est acquis et le combat ne s'arrête pas. Ça nous invite juste à toujours être vigilantes et faire attention constamment. Pour vous, la prochaine grande étape pour le droit à l'IVG, elle se joue à quel niveau ? Elle se joue à niveau européen. Pour nous, ça nous paraît évident. Et pour justement contourner les tergiversations nationales, se placer à une échelle supérieure. C'est pourquoi on invite tout le monde à signer notre pétition. On lève toujours des signatures. On en est à 1 million. On cherche à avoir 1 200 000 signatures pour enfin soumettre notre projet aux institutions européennes. Vous, Claudine Monteil, comment ça se passait, un avortement clandestin, quand la loi ne permettait pas encore ? Eh bien, ça se passait selon le milieu social auquel vous apparteniez. Si vous apparteniez à un milieu social favorisé, vous alliez dans une clinique privée, surtout en Suisse, où ça coûtait très cher, où ça se passait de manière très correcte, ou en Grande-Bretagne, certaines femmes de classe moyenne, mais je dirais que pour 90% des femmes, ça se passait sur la table de cuisine ou aidée par une autre femme, et que ça se passait très souvent avec des hémorragies
Et certaines femmes en mouraient, puisqu'il y avait plusieurs milliers de femmes qui en mouraient chaque année. Et pour ma part, j'ai participé à de nombreux avortements clandestins, parce que nous avons aussi préparé, nous avons, si vous voulez, monté des opérations avec des médecins et des infirmières bénévoles, bien sûr, pour aider des femmes qui étaient de milieux défavorisés, pour qu'elles n'aient pas à se déplacer et qu'elles puissent avoir des avortements conséquents et corrects. Chez Michel Vian en particulier, la première femme de Boris Vian, et qui était amie de Simone de Beauvoir et de Sartre. Et c'était terrible de voir ces jeunes femmes qui avortaient, terrorisées, parce que la police, il ne faut pas l'oublier, nous avions la police qui était en bas, la voiture de police avec 4 policiers qui regardaient ostensiblement, prenaient en photo les femmes qui venaient se faire avorter, et moi qui me suivais dans le métro le soir, au retour, simplement pour m'intimider et pour nous intimider. Donc vous voyez, c'était quand même une période, une atmosphère terrible, et personne ne parlait des avortements. C'était quelque chose dont on ne parlait pas. Un mot tabou. C'était le mot le plus tabou. Je veux dire, le 4 avril 71, personne ne parle d'avortement. Le 5 avril 71, avec la sortie, la publication du Nouvel Observateur, tout le monde est obligé d'en parler. Et ce qui est extraordinaire, c'est une chose quand même pleine d'espoir, c'est que les gens faisaient quand même très attention. Beaucoup étaient scandalisés que nous ayons signé ce manifeste. Mais les grands-mères, ce sont les grands-mères qui ont agi en premier. Elles ont invité leurs petites filles à venir dans leur chambre et elles ont avoué à leurs petites filles qu'elles avaient eu 2, 3, parfois 4 ou 5 avortements. C'était clandestin et donc elles ont raconté ça à leurs petites filles qui ne le savaient pas et leurs propres filles ne le savaient pas forcément. Donc c'est pour vous dire que ça a libéré une partie de la parole, mais c'est le premier acte que nous avons fait. Nous n'avons pas arrêté pendant 4 ans. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, eh bien, je suis toujours là, comme d'autres de mes compagnes de combat et signataires, et nous sommes là, et ça continue, parce que c'est un engagement à vie. Damia Taharaoui, cette image d'une femme qui avorte sur une table de cuisine, c'est quelque chose qui se produit aujourd'hui en Pologne, en Hongrie ? Alors, il y a des choses terribles qui continuent de se produire, effectivement, parce qu'il y a des femmes qui risquent leur vie tous les jours parce qu'elles n'ont pas le droit d'avorter, tout simplement. Elles n'ont pas l'accès. Au-delà de ça, c'est toujours un risque pénal qu'elles prennent parce que elles risquent une réelle sanction, que ce soit elles, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers. Donc, il y a plusieurs femmes qui décèdent chaque année des suites de complications parce qu'en réalité, même elles arrivent quelquefois à l'hôpital et les médecins sont incertains en réalité de si elles tombent dans les rares cas où ils ont le droit de performer un avortement ou pas. Et du coup, ils se retiennent, ils ne font rien et ces femmes décèdent d'hémorragie, de complications de grossesse. Tout ça parce qu'on refuse d'avoir accès tout simplement à l'avortement et on a peur. Et en fait, ce climat de peur, je pense qu'il doit y avoir des images aussi terribles que celles qu'on nous décrit datant d'il y a 50, 60 ans. Claudine Monteil, Simone de Beauvoir, vous avez dit que les droits des femmes n'étaient jamais acquis, qu'elles devraient être vigilantes leur vie durant. Ça vous paraît encore d'actualité ? Ça me paraît d'actualité tous les jours. C'est-à-dire que j'ai été un peu glacée quand elle m'a dit ça. J'avais 24 ans, ça faisait 4 ans qu'on se battait tous les jours pour les droits des femmes, pour l'accès à l'IVG et pour d'autres droits. Et donc, je suis arrivée chez elle vraiment très heureuse en me disant « Simone, nous avons gagné ». Et elle m'a dit « Non, Claudine, il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question ». Et là, elle m'a parlé... Vous savez, nous avions 42 ans de différence d'âge. C'est quand même 2 générations. J'avais 24 ans, elle en avait 66. Et elle m'a dit, comme une grand-mère dirait à sa petite fille, « Votre vie durant, vous devrez rester vigilante ». Alors, je suis marraine d'associations de jeunes féministes, de jeunes femmes. Je suis très active, je suis présidente d'associations, sur le plan européen également. Eh bien, je le répète constamment, il va falloir être vigilante, d'autant plus que les jeunes femmes ne savent pas ce que nous avons vécu. Elles ne l'ont pas vécu de la même manière, donc ça va être pire pour elles. Eh bien, merci à toutes les deux, Claudine Monteil, Damia Taharaoui, d'être venues nous parler de ce sujet, un combat qui continue, donc l'IVG, malgré les progrès qu'on a pu voir ces dernières années et autant de retours en arrière. Merci en tout cas, et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.